Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bright, le podcast qui met en lumière les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale. Bright. Aujourd'hui, on attaque le tout premier épisode de Bright et ça va envoyer du lourd. J'ai le plaisir de m'entretenir avec un talent émergent de la chanson française. Une gueule et une voix singulières, un univers brut mais maîtrisé, une classe inégalée. Bref, accrochez-vous, ça va briller, car aujourd'hui j'ai l'honneur d'ouvrir le bal aux côtés de Sam Sauvage. Bonjour. Bienvenue. Donc beaucoup te connaissent, dont moi d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux. Et tu as également beaucoup fait parler de toi récemment, puisque tu fais partie du Chantier des Francopholies, qui est le programme d'accompagnement du Chantier des Francos. Et on te présente souvent, comme je viens de le faire, comme un artiste émergent. Pour toi, c'est quoi un artiste émergent? On le présente comme une sorte de stade, mais au final, émerger, c'est quoi et à quel stade tu te sens de ta carrière? C'est assez compliqué de répondre à ça, mais en fait, c'est comment ce terme d'artiste émergent, pour moi, il est tout particulier, parce que je l'ai découvert en même temps de devenir un artiste émergent. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien se dire qu'un artiste, c'est un artiste et point barre. Après, je pense c'est comme tout, il y a une manière de classer les choses. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Moi, je n'ai pas la qualité de répondre, mais il y a un truc qui est fait pour dire qu'il y a des artistes émergents, des têtes d'affiche, des artistes nouveau-nés, si jamais on va juste en bas, des artistes qui ne le sont pas encore. Donc c'est carrément une question philosophique presque, ça. C'est juste que... Nous avons 4 heures, d'accord. C'est vrai, je vais vous en parler. Je reprends plus sérieusement. C'est que genre l'artiste émergent, pour moi, là, pour le résumer, c'est juste qu'il y a... Ce serait un artiste du coup qui a déjà plus de concerts qu'il n'en avait avant, qui est un petit peu plus reconnu par la profession, mais ça ne veut pas dire encore qu'il est connu par le grand public. Moi, je pense que c'est ce qui est en train d'être mon cas. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est vraiment le cas à 100%, mais il y a l'air d'avoir ce truc-là. En tout cas, les gens de la profession connaissent quelques chansons, ils l'ont déjà vu en concert, et du coup, ils le programment, des choses comme ça. Donc après, c'est censé être un cercle vertueux pour accéder à une autre forme d'artiste. OK, et justement en parlant d'artiste, tu te sens à 100 artiste, ou est-ce que tu as un pourcentage un peu réduit du fait que tu es obligé de switcher, sur d'autres, casquettes en fait? Ça, c'est une vraie question, qui est une vraie bonne question, parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais encore plus de casquettes qu'aujourd'hui. Mais après, pour moi, ça, c'est pas un truc mauvais. Plein de gens disent que du coup, ça supprime des métiers, des choses comme ça, mais c'est juste que le monde va avec, à un moment, il faut se battre avec. Il y a l'économie aussi du milieu qui fait que tu ne peux pas démarrer et avoir, directement toute ton équipe au complet? Bien sûr, et en fait, personne ne connaît, donc forcément, personne ne va aller se greffer à quelque chose qui n'est même pas encore connu de par une ou deux personnes, à part ses parents. Je pense qu'il y a plein de manières après de se faire connaître et d'avoir une équipe avec soi. Alors, j'ai eu d'abord celle du compositeur, auteur, interprète, celle qui est censée me revenir uniquement, mais ça, c'est dans un monde idéal. Après, j'ai eu celle du mixeur, j'ai eu celle de l'aménageur de studio quand j'ai fait le petit studio chez moi dans ma cuisine, celle du masterizer quand j'ai dû aller apprendre à masteriser. Et puis après, il y a eu aussi toute la casquette dont on parle forcément, la communication, c'est-à-dire on devient chef de com, assistant de com et tout avec, caméraman, tout ça. On devient aussi stratège marketing pour avoir essayé de choper des gens qui vont écouter les morceaux, essayer de vendre en fait son disque et de se vendre soi-même. Donc en fait, ça devient toute une entreprise. Mais après, il y a plein de gens pour qui c'est une horreur. Pour moi, c'était un bonheur parce que j'avais le contrôle sur plein de choses. Je l'ai encore un peu aujourd'hui, c'est juste que j'ai un peu délégué parce que quand les choses avancent, il faut le faire. Sinon, je pense qu'on se met dans un creux abyssal. Mais ça a été un bonheur pour moi parce que je faisais plein de choses. Et moi, j'aime bien être très polyvalent dans tout ce que je fais, donc au contraire, je m'ennuyais pas. Ça casse un peu la routine d'une certaine manière. Bien sûr, on s'ennuie jamais. Et justement, tu parlais de caméraman, stratégie réseaux sociaux, et cetera. Nous, on t'a connu, enfin moi en tout cas, je t'ai connu sur les réseaux sociaux, ce qui est le cas d'une grosse majorité de ton public aujourd'hui, je suppose. Justement, au départ, t'es vraiment parti en solo, tu avais une stratégie, t'as monté en tout cas ce truc-là, comment? Parce que moi, je suis tombée sur, une de tes premières vidéos et c'est de là que ça a généré le reste, mais Comment je suis arrivé au fait comment que je t'es suis tombé sur cette vidéo? ouais, voilà. À quel moment, en fait, est-ce que tu t'es senti, tu senti que tu commençais à exister publiquement de manière un peu plus virale, quoi, d'une certaine manière? Disons, ça pour moi, c'était un grand mystère jusqu'à maintenant, parce que ça fait 10 ans que je fais de la musique sous ce nom, Sam Sauvage. J'avais d'autres noms avant, mais c'était vraiment ce projet-là qui est le même aujourd'hui, hein, ça n'a rien à changer, mis à part la musique et l'évolution. Et en fait, c'est une amie qui m'a dit « Si je ne fais pas les réseaux, Sam, ça fonctionnera jamais ».
Et moi, au début, c'est pas que j'étais contre les réseaux, mais je faisais partie un peu de ces gens-là qui n'y comprenaient rien. Et qui avaient, comme si j'avais l'âge un peu de ma mère, pour ne pas les comprendre. Et c'était pas négatif parce qu'elle elle comprenait bien d'autres choses. Donc c'était vraiment tout un monde qui séparait, qui me séparait de ça. Et en fait, finalement, un jour, je me suis dit, bon, bah, elle a peut-être raison. Et sauf que j'avais aucune technique de comment faire. Et je voyais les autres surtout le faire beaucoup mieux que moi. Et à un moment, j'ai arrêté de me comparer, ce que j'avais pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Et j'ai commencé à poster une vidéo par jour, en me filmant, du coup, assez direct, assez brut, pour pas laisser le temps au spectateur, ne pas lui laisser le choix. Hein. C'est comme ça qu'on parle, même si c'est terrible. Faut s'imposer, en fait. C'est comme quand on va se vendre ou qu'on va vendre des cookies ou un truc comme ça. Il faut vraiment les imposer et dire que c'est les meilleurs. Donc c'était un peu ça, la technique. C'était une technique qui n'en est pas une, c'est-à-dire de faire mes chansons. La DA, c'est qu'il n'y a pas de DA, quoi, on y va. Et Et c'est tout le temps ça. Et en fait, c'est ce c'est ce qui a répondu à la majorité des problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand on cherche à faire fonctionner quelque chose, il faut être soi-même. Et c'est vraiment le truc le plus bateau qu'on puisse dire à un artiste aujourd'hui. Et moi, ça a été le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Ouais. c'est ta personnalité qui a fait que les gens sont attachés à toi. Puis je parlais de ta gueule, ce qui n'est pas péjoratif, mais t'as un physique, t'as un look, t'as quelque chose qui s'en ressort. Donc effectivement, c'est des qualités sur lesquelles il faut jouer. Et justement, si on revient sur ta partie, sur la partie artiste plus que community manager, tu as un souvenir plus ou moins précis, même s'il est plus ou moins éloigné dans le temps, de la première personne qui a apporté un regard positif sur ta musique ou qui t'a justement encouragé à développer ça? Alors ouais, en dehors du cadre familial, hein, forcément, parce que j'ai montré d'abord ça à mon grand-père, puis après à ma mère, qui m'ont encouragé doucement en me disant, bon, bah, fais un test. Mais trouve-toi un vrai métier à côté, on sait jamais. Bien sûr, ce qui est normal, c'est la grande peur des parents et elle est tout à fait justifiée. C'est quand j'ai fait ma première scène, c'était la toute première, c'était un tremplin à Béthune, qui s'appelle Jeunesse musicale de France, Imagine France. Et quand je suis arrivé sur ce tremplin, j'ai fait un concert guitare acoustique, j'avais même pas de quoi brancher ma guitare et tout, c'était un cauchemar technique parce que moi je savais pas comment faire un concert. Et en fait j'en ai quand même fait un et j'ai été pris. C'est ça qui était trop bizarre parce que je trouvais que les autres groupes avaient beaucoup plus de niveau, mais en fait c'était pas ça qu'on cherchait, c'était pas la technique, c'était l'artistique pur comme tu disais. Ouais. Et là c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Seyé, avec sa femme Nadine, je me souviens très bien, qui m'avait dit, qui est je crois qu'il était programmateur ou le coordinateur De ce tremplin-là? de cet organisme, c'est ça, qui m'avait dit, écoute, toi, tu as quelque chose à dire, c'est vraiment un gros bordel là, à cet instant T, mais avec C'est un peu vrai, de travail et tout, il y a du fond. Et c'est lui le premier qui m'a un petit peu aidé à me dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Puis après, il y en a eu plein d'autres. Et je pense que ce que ce monsieur-là, il a voulu dire, moi je remarque chez certains artistes, il y a une technicité qui est très forte, mais ça ne véhicule aucune émotion. Et à contrario, tu as des artistes, et peut-être que c'était ton cas en tout cas à cette époque-là, enfin c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui véhiculent beaucoup d'émotions, même si la technique n'est pas forcément forte. Je pense que c'est ça qui est plus important, au même titre que la sincérité finalement. Absolument, ouais. On peut être un grand guitariste et technique et finalement ne pas faire passer quoi que ce soit. Et on peut être le pire guitariste, mais faire une petite chanson sympa avec 2-3 lignes. Et en fait, ça raconte tout. Donc moi, c'est toujours comme ça que j'ai pensé, heureusement, parce que je suis pas un grand technicien de n'importe quel instrument. Je suis plus, et même le côté auteur, hein, j'écris pas de la poésie non plus. Hein, je veux dire, c'est un espèce de tout que j'essaie de mettre en avant. Et justement, en parlant d'écriture, t'as des inspirations en particulier? Enfin, moi, j'en ai noté quelques-unes, mais J'en ai plein, j'ai des influences du passé, du présent. Je fais une espèce de micmac de tout ça, mais bien sûr que là, ce serait trop long d'en parler, mais j'ai Bachung, que j'ai forcément bien écouté, avec ma mère aussi. Mathieu Chédid, j'adorais au niveau de la musique, un peu funk et tout, même si j'ai un peu dérivé par la suite. ouais, j'ai noté un peu de Brel aussi. Ce qui est drôle, c'est que ouais, j'avais J'avoue. pas tant que ça écouté. Mais Brel, c'était un peu, ça s'est venu après. Parce qu'il y a un moment dans J'adore, tu dis qu'il se traîne le cul et la manière dont Parce que je roule le verre. tu le dis et dont tu incarnes ce truc, je voyais direct, ouais, tu vois, c'est marrant. Si jamais tu le vois, tant mieux. Et j'aimerais bien qu'on revienne justement sur ton accompagnement au chantier des Franco. Aujourd'hui, tu as beaucoup ce terme d'accompagnement musical, d'accompagnement d'artistes, etc., qui émerge. Donc, du coup, comment est-ce que tu as intégré ce programme et qu'est-ce que concrètement ça t'a apporté, en fait? Comment ça se déroule? Parce que derrière le mot accompagnement, en fait, il y en a beaucoup qui ne savent pas vraiment ce qui s'y passe. Est-ce qu'on t'aide sur l'aspect technique, sur ta direction artistique, scénique, visuelle, sur les réseaux sociaux? Enfin, qu'est-ce que ça comporte exactement, en fait? Bah, pour revenir à la base d'un accompagnement, moi aussi c'était très obscur quand j'ai commencé à prendre connaissance de tout ça. Moi au début je savais pas ce que c'était de se faire accompagner. Et en fait on veut nous prendre par la main vers la scène, ça n'a rien changé. C'est en fait moi justement qui faisais mon concert en guitare acoustique ou qui faisais mon concert avec une guitare électrique et qui mettait mes prods sur un ordi mal mixé, etc. Bah, en fait le concert peut pas être bien.
Enfin, il peut pas être à la hauteur de ce qu'on imagine. Il peut déguiser les émotions, mais toute la technique nous permet ça aussi. Et l'accompagnement, ça va être rarement, en tout cas, moi, c'est pas un truc que je me serais recommandé, euh, vers l'écriture ou vers la sincérité artistique. Ça, c'est un truc, moi, je pense, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais qu'il faut trouver soi-même, hein. Là, c'est plus le côté de, par exemple, de mettre en place un groupe sur scène, de mettre en place une scénographie, de donner des idées pour cette scénographie, ce qui fait partie en soi de l'artistique. Ça, c'est un accompagnement. Ça, c'est comment un accompagnement, ça peut être aussi, par exemple, administratif, c'est-à-dire s'inscrire à la SACEM. Il y a plein d'artistes qui ne le sont pas. Ouais. C'est pas du tout négligeable parce que c'est hyper important pour avoir des revenus et espérer pouvoir vivre un peu de son art, ne serait-ce qu'à une partie. Mais l'accompagnement, c'est tout ça à la fois et on peut pas le résumer à une activité. Et après, il y a aussi la part un peu sombre de l'accompagnement, que moi j'en ai connu quelques-uns, que je ne citerai pas. Mais il y a comment où en fait on essaie de vous transformer pour qui vous n'êtes pas, ou alors comment ce sont des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font et qui en fait vous amènent vers des routes qui sont pas les vôtres. Et ça, il faut se méfier, il faut réussir à avoir la tête claire sur ce qu'on veut. Et c'est ça qui est compliqué, c'est être très sûr de ce qu'on a, très sûr de vers là où on veut aller, tout en se laissant quand même un petit peu modifier de l'intérieur, parce que il faut, pour avancer, il faut juste faire des bons choix, mais ça, c'est aussi facile à dire qu'à faire, quoi. Ouais, ça dépend de qui t'est entouré. Du coup, tu as postulé à ce tremplin ou on est Pour le venu chantier te chercher? Ouais, pour le chantier. Pour le chantier, moi, c'est un truc que je rêvais de faire depuis un moment, parce que ça, je savais, pour le coup, c'était un accompagnement de valeur sûre quand même, hein. C'est-à-dire que c'est C'est une renommée autour des francopholies qui est quand même assez imposante, oui. c'est pas négligeable. Il y a plein de gens qui sont passés par là, qui aujourd'hui font des carrières assez intéressantes. Et surtout, j'ai un peu analysé avant et après sur certaines personnes qui l'ont fait. Et en fait, ça change pas le projet, ça l'augmente. Et parfois, bah, nous, ça a été un peu le cas pour le chantier des Franco. Ça a été comment le chemin un peu inverse, mais qui était tout aussi intéressant, c'est qu'on a mis plein de choses en place. Et en fait, on a tout remis après comme avant. Et c'est ça qui est cool, c'est que plein de gens diraient, bah, du coup, ça sert à rien. Et c'est pas du tout le cas. Au contraire, en fait, on a quand même gardé quelques trucs. C'est juste que C'est la une remise plupart en du temps, question du projet, c'est ça. parce que des fois tu penses en faisant plus de choses que ça va être, mieux. Finalement des fois revenir à la sobriété, enfin tout dépend de ton projet encore une Tout à fois, fait. mais C'est fallait chercher le truc qui fonctionnait, pourquoi il fonctionnait. Parce que mmh. c'est bien de pouvoir répondre à cette question, parce que du coup, après, on peut construire autour. Plutôt que de construire un énorme truc, comme tu dis, d'en mettre plus, et au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et Et puis économiquement parlant, parce qu'il y a enfin c'est des sujets qu'on abordera dans d'autres épisodes, mais tu as l'aspect économique d'un projet, et si tu montes une énorme scéno, et ben tu vas avoir un cachet beaucoup plus important enfin les salles en tout cas ou les personnes qui veulent te programmer vont avoir un cachet plus important à lâcher, ce qui ne va pas forcément jouer en ta faveur en tout cas tout dans à fait, c'est pour ça qu'on a commencé à 2. oui. On a 2 sur scène, c'était le grand maximum, hein. Et c'est une économie. Après, il y en a qui se battent contre, et je les respecte absolument. C'est juste que moi, à un moment, j'avais besoin de faire beaucoup de concerts pour m'améliorer moi sur scène. Et du coup, il fallait que je fasse plein de concerts, il fallait que je sois accessible, il fallait que le projet soit vendu à sa valeur, à son juste prix, mais tout en étant facile à programmer. Donc, et le chantier des Franco, pour l'intégrer, comme je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, comment moi, on a candidaté de par le tourneur, parce que c'est ces accompagnements où il faut, qu'on appelle semi-professionnel ou je sais pas quoi, je me suis pas trop renseigné là-dessus, où en fait, comment il faut un accompagnant déjà, il faut une structure. C'est ça, c'est un mot qu'on retrouve tout le temps dans la musique. Est-ce que vous êtes structuré? Ça me fait autant rire que ça m'intéresse. Mais du coup, moi, comme j'avais un tourneur, bah, en fait, c'est lui qui a candidaté en accord avec moi, hein, pour essayer de l'avoir. On l'a eu. Et ça a été quand même une grande chance. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de rencontrer des personnes un peu clés pour la suite de ton projet? Ça nous a permis de rencontrer surtout des gens qui avaient beaucoup d'expérience. En fait, le chantier, je pense qu'il peut servir à deux choses. Et je parle du chantier comme je parle à peu près de tous les accompagnants, parce que je les ai pas faits, mais je pense que c'est un peu le même objectif. C'est d'ailleurs, il y a soit le projet qui n'a pas encore d'équipe autour, qui n'a pas d'entourage, c'est ça le mot qui revient, l'entourage, bah, il peut aller en chercher un à ce moment-là. Par exemple, le chantier, il y a des intervenants qui passent, qui sont des directeurs de label, des directrices de label, des intervenants qui viennent faire de la guitare à côté, qui vont finalement se greffer au projet, des choses comme ça, parce qu'il y a des coups de cœur. Il y a aussi des affinités qui se font parce qu'on a le temps de se parler. On n'est pas que en train de se faire un concert et après de s'appeler par le biais d'un manager ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment, il y a le bar à côté, puis on prend un café. C'est un workshop, géant en fait, hein, d'une certaine Exactement, manière. ouais. C'est un vrai atelier avec tout le temps de la vie. Et soit c'est ça, donc pour se constituer un entourage, soit moi je suis arrivé, je venais d'avoir tout l'entourage complet. Donc je me suis dit, ça tombe même super mal. Et en fait, pas du tout, parce que ça nous permet de remettre en question plein de choses, de parler de cet entourage, comment il s'est construit, est-ce qu'il s'est bien construit. Pour nous, ça a été le cas, on a eu de la chance, a priori oui. Donc on verra par la suite, mais a priori oui, ça a l'air très bien.
Et comment ensuite on a continué avec le projet artistique en lui-même, c'est-à-dire d'aller chercher sur scène ce qu'il y a, et ça, l'entourage peut pas le faire à 100% non plus. Donc c'est bien d'avoir d'autres gens avec d'autres yeux, d'autres oreilles pour écouter ce qu'on fait. Au-delà de ce chantier des Franco, du coup, qui a priori t'a beaucoup apporté, est-ce que tu as en tête une personne qui a été décisive dans la suite de ta carrière, soit professionnelle ou personnelle d'ailleurs? Moi, j'ai une relation, très proche avec, ce qu'on appelle le manager. Du coup, plein de gens se disent: «Mais ça sert à quoi un manager?» Tout ça, et en fait, souvent, c'est la première personne qui suit le projet, et parfois, c'est des gens dont c'est pas le métier de base. Alors du coup, ça paraît un peu bizarre, parce qu'en fait, manager, c'est même pas un métier en France. Oui, C'est très peu considéré. oui, j'ai appris ça, très récemment, il y a une semaine, ouais. Exactement, et je trouve que c'est une abomination, mais ça, c'est un un autre sujet. Je peux pas me battre pour tout non plus, et Mathieu, par exemple, mon manager, Mmh. lui, c'est lui qui m'a envoyé un message sur Instagram quand j'avais commencé à avoir quelques vidéos qui fonctionnaient a priori, et il m'a envoyé un message en me disant: «Écoute, je suis fan et tout, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je voudrais qu'on parle ensemble». On s'est rencontrés, on a travaillé, et puis en fait, c'est lui qui est là du début, et je pense que c'est lui qui sera là à la fin. C'est-à-dire OK. qu'après, tout l'entourage vient aussi, et j'ai des très bonnes relations avec mon tourneur, avec mes éditions, avec mon label et tout. C'est juste que, lui, en fait, c'est lui aussi qui gère toute l'interaction avec tous les autres gens. Bah, puis il est important dans le sens où, moi j'ai déjà travaillé, enfin, eu des relations du moins avec des artistes, pour lesquels les managers étaient vraiment exécrables, et c'est là qu'on se fait une image aussi de l'artiste au-delà du manager parce que c'est ton représentant finalement. Absolument. Ça fait une grosse différence, je trouve, d'avoir quelqu'un qui est en accord avec ce que toi tu dégages et avec tes valeurs et tes Tout à principes fait. aussi. En fait, au début, moi, ça m'embêtait, de devoir avoir un manager, un agent. Ouais, Je je comprends. je trouvais ça grandiloquent, et puis moi, j'étais en mode: moi, je peux prendre mon téléphone, gérer mes rendez-vous, hein». Et puis, en fait, j'ai vu au bout d'un moment qu'avec, du coup, quand le label arrive, le tourneur, en fait, on est, après, je me plains pas du tout, au contraire, hein, c'est vraiment une chance. Parce qu'il y a plein d'artistes qui ont pas cette chance-là. C'est juste qu'après, pour l'organisation, il faut bien s'organiser. C'est-à-dire qu'on reçoit plein de messages tout le temps, on est très sollicité pour plein de choses, ce qui est génial, mais du coup, qui est très dur à gérer. Surtout quand on est en concert, qu'il faut répondre à notre truc, et cetera. En fait, sinon, après, on s'en sort pas et on se perd, et on fait des erreurs. C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'a pas le temps d'appeler tout le monde, c'est juste que Tu peux pas ton cerveau peut pas être à 100 sur chaque, tâche, d'autant plus que là, c'est pas ton métier, donc il y a peut-être des limites aussi qui, à un moment, sont enfin, il y aurait peut-être eu dans tous les cas, sans manager, un blocage à certains niveaux. exactement. Et Mathieu, en fait, est là pour ça aussi. Et lui, c'est celui qui va gérer aussi toutes les relations, internes. Mmh. C'est hyper important pour que tout le monde se parle, tout le monde s'écoute, et que tout le monde soit dans la même direction. Et ça, c'est un vrai boulot. Et c'est pour ça que le manager, c'est hyper important de le prendre un peu comme soi, parce que c'est lui qui va parler en premier avant nous. Mmh. Parce que moi, je suis pas encore au courant de tout quand on me propose une interview, machin, et cetera. Sinon, en fait, après, j'ai des 10 000 messages pour un truc, et du coup, je sais plus ce que je fais dans ma vie, et je sais plus à qui je réponds. Après, je sais plus qui je vois. Mais comment il y a Mathieu, du coup, qui gère tout ça, qui me rappelle la journée d'aujourd'hui, qui me fait des choses. Et en fait, comment c'est lui et qui va parler. Donc forcément, si jamais c'est un mec insupportable et exécrable, les gens vont s'attendre à rencontrer quelqu'un Quelqu'un de pareil. d'exécrable. C'est ça. Donc c'est Exactement. super important de le choisir à son effigie, en fait. Et justement, comment, donc au-delà de Mathieu qui est venu à toi, comment est-ce que tu as choisi le reste de ton équipe? Enfin, est-ce que tu peux d'ailleurs nous présenter le reste de ton équipe? Tu es Ouais. entouré de qui exactement? J'ai rencontré juste après. En fait, Mathieu, on a travaillé un an ensemble. Et ensuite, on a rencontré un tourneur. Mmh. On a eu quelques rendez-vous de label, mais c'était un petit peu éparse comme ça. Et on a eu un rendez-vous avec un tourneur qui était hyper déter. Mais genre un truc de fou, qui s'appelle Robin. Et en fait, qui vient de Unité. Mmh. Donc, c'est un tourneur français. Et en fait, il voulait absolument, absolument nous signer, tout ça, travailler avec nous. Et moi, j'étais en mode: bon, écoute, puisqu'il y a un tourneur. Est-ce que tu insistes, Et ouais. allons-y, c'est Ce mignon. qui est drôle, c'est on a commencé à travailler ensemble, et une semaine après, il y avait plein d'autres tourneurs qui se sont pointés pour m'en parler. Moi, je leur ai dit: voilà, je suis chez Unité, Ah. c'est ça. Et on était très contents parce qu'avec Robin, on s'entend super bien. Et surtout, c'est un jeune comme moi. Et c'était important pour moi, ça aussi, qui a un peu cette niaque, qui, pareil, a la sensation un peu de venir un peu de nulle part, et du coup, qui a besoin de faire des preuves. Et le fait d'être dans la même dynamique, parce que pour moi, c'est la même chose, je connais personne dans la musique et tout. Lui, c'était presque le cas. Il avait commencé quand même à Grenoble, je crois, en tant que programmateur. Pour lui, c'était important de prouver aussi au monde qu'il pouvait être un tourneur. Et donc, moi, je voulais prouver au monde que je suis un artiste. Donc, Donc les 2 mentalités c'est ça. se rejoignaient parce que oui, du coup, on en parlait en off, juste avant, mais tu viens pas du tout enfin, tu ne viens pas d'une famille d'artistes, tu n'as pas baigné, en tout cas, dans l'industrie musicale comme, certains peuvent le faire. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire quand je vois des commentaires sur TikTok, que ce soit pour moi ou d'autres gens, hein, qui parlent d'industrie plante. C'est vraiment la dernière chose qu'on puisse me reprocher, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire par industrie plante, justement? C'est des commentaires que des gens mettent,
et je comprends parce qu'il y a plein de gens qui se font des idées en disant c'est un milieu qui est rempli de pistons et tout, et je pense qu'il y a une Une Ah, partie qui est vraie, on oui, va pas tout se à fait. mentir, il y a des fils d'eux, des filles d'eux, mais après il y a des fils de filles d'eux aussi qui travaillent et qui ont tout le mérite pour le faire, donc on peut pas juger ça. Non. C'est-à-dire que moi je suis personne pour le faire, j'ai pas commencé à le faire. Par contre, moi je peux juger ma façon d'être et ma façon de comment d'avoir procédé un peu, mis un pied dans ce métier-là. En tout cas, on verra combien de temps ça dure, mais j'ai mis un pied pour travailler, c'est mon métier aujourd'hui, et ça je l'ai fait à l'aide de personnes. Donc, comme on dit, à la sueur de son front. Bon, j'ai pas eu grandiloquent, mais c'est juste qu'il y a un peu de ça. Je l'ai voulu, je l'ai eu, et ça c'est un truc qui m'a. Oui, tu as travaillé plus de 10 ans pour l'acquérir, pour l'obtenir et pour réussir à fédérer, enfin, amener à toi, en tout cas, des gens qui sont dans la même, Exactement. dans la même veine et dans la même énergie. Ouais, ok. Et si le fait d'avoir un label est un piston en soi, parce que du coup le label va nous aider à progresser, Bah, bah, il faut aussi avoir le label. oui, donc l'un dans l'autre, on n'a rien sans rien. Hein. Exactement, il y a ce truc-là où c'est un peu c'est questionnable. Et du coup, pour venir au label, bah, est-ce que je t'ai fait des ponts. Parce qu'on était sur Robin, du coup, le tourneur, qui après. J'ai été repéré, comme on dit, c'était un peu comme un film, hein, sur Instagram aussi, pour changer, par Théo, qui est directeur artistique chez 5-7, Ok. et du coup qui appartient à Vagram Music, la maison de Vagram, et qui m'avait envoyé un message en tout premier en me disant écoute, salut Sam, j'ai vu une touffe de cheveux sur mon écran, ça m'a fait bien marrer, puis après j'ai écouté la chanson et j'ai bien aimé tout ça, est-ce qu'on peut se prendre un café? On s'est pris un café, 2 cafés, 3 cafés. Au bout d'un moment, je me demandais ce qu'il voulait vraiment de moi, mais et après j'ai compris que les labels faisaient comme ça parce que quand on signe un contrat, c'est pour du long terme. Donc, il faut être sûr avec qui on signe. Exactement. Quand tu parles de long terme, on a le droit de donner des dates ou Et des. là, souvent, ça se compte on compte par EP, album, des choses comme ça. Bah, moi, je sais plus exactement ce qu'on a fait, mais en gros, ça se compte en années. Je pense, on parle minimum de 5 ans de collaboration quand même. Oui, ce qui est quand même pas négligeable, ce qui peut s'en passer beaucoup en 5 ans. Exactement. Et il peut à la fois aussi, c'est ça la question qui est très importante pour eux comme pour moi, il peut aussi rien se passer. Oui. Et dans ce cas-là, comment on procède? Donc en Oui, fait, qu'est-ce qui se passe si au final tu décides d'arrêter la musique, de ne pas sortir d'album, d'EP d'ici à 5 ans tout à fait, c'est là que j'ai laissé Mathieu bien faire ce travail-là, qu'il a fait merveilleusement avec 5-7, c'est-à-dire négocier un contrat, des choses comme ça. Parce que moi, c'est un truc pour lequel j'ai pas de compétences et j'ai pas envie de me plonger là-dedans parce que ça va commencer à corrompre un peu ce que je suis de base. Moi, c'est-à-dire que j'écris des chansons dans ma cuisine et c'est tout. Tout ce que je veux, c'est qu'elles soient écoutées. Donc, il faut tout ça pour qu'elles soient écoutées. Eh bien, démerdez-vous. Vous avez les cartes en main, à vous de cuisiner. Hein. C'est ça, parce qu'après, c'est tout l'intérêt d'avoir un entourage. C'est comment démerdez-vous, c'est pas vrai, parce qu'on travaille ensemble. C'est juste que dans le premier cas, pour voilà, vous arranger pour faire en sorte qu'on travaille ensemble, ça, moi, je savais pas comment mettre les mains dedans, et du coup, j'ai dit à Mathieu, voilà, faisons-le ensemble, quoi. Ok. Et pour le reste de ton équipe, tu m'as dit que tu avais un guitariste du coup qui t'accompagnait. C'est ça, après, en dehors du label, j'ai les éditions qui, du coup, vont avec le label, en fait. Ok. C'est Catherine, qui est mon éditrice. Et après, sur scène, j'ai un guitariste, enfin, j'ai un guitariste, c'est mon guitariste. C'est le mien. C'est meilleur. Heureusement que non. Qui est guitariste, il fait les chœurs aussi. Et en fait, il a fait tout ce que je lui ai dit, ce que j'ai proposé des trucs. Et puis, il fait, je sais pas faire ça. Je fais, t'inquiète, on va y arriver. Puis, parce qu'en fait, comme on est deux sur scène, il faut qu'on joue comme si on était quatre. Et c'est ça qui est drôle et à la fois désespérant, parce que c'est une question de budget. Oui, j'allais dire, c'est une question de budget ou par la suite, tu as la volonté de t'agrandir, peut-être avec, je sais pas, de la batterie, d'autres. C'est ce qu'on fait en septembre, là. Tout à fait. Ok. On aura cette chance-là de connaître au moins quelques concerts à 4 avec la vraie musique. Au moment où le podcast sortira, la batterie sera déjà présente sur Parfait. scène. Donc voilà, ça sera l'occasion. Mais Corentin, ouais, qui est guitariste et fait du synthé aussi, il y a des chœurs. Ok, Et d'accord. lui, je l'ai rencontré en 2017 sur Béthune, le tremplin. Sur le fameux. Ça, lui, il faisait partie d'un autre groupe, qu'il a toujours d'ailleurs. Et comment, après, on ne s'est pas parlé pendant 5 ans. Et finalement, 5 ans après, moi, je montais une version A4 qui n'a pas vu le jour parce qu'après, je me suis rendu compte que c'était trop cher. Et c'est lui qui m'a envoyé un message en disant, bah écoute, tu cherches un guitariste ou pas? Je fais rien en ce moment. Je fais, bah vas-y. Et puis finalement, on s'est retrouvé dans un gros délire où on faisait des pubs, etc. Machin, puis on se retrouve au Zénith en première partie. Donc, Ça a l'air si facile quand tu le vends comme ça. Alors, bah, machin est venu m'envoyer un message sur Insta, et puis un tel comme si, ça a l'air de couler de source. parce que parfois, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, je ferai pas une leçon de méritocratie parce que j'y crois pas tellement. Moi, C'est juste qu'il y a des choses qui sont des exceptions, il y a des choses qui sont des coups de chance aussi. Faut pas se mentir, hein, les gens qui réussissent là-dedans ont un coup de chance à un moment donné. Bah, moi, mon coup de chance, ça a peut-être été ça a été de rencontrer Corentin, ça a été de rencontrer Mathieu, des choses comme ça. Après, un autre coup de chance qui permettrait au projet de prendre ses marques, etc. Ça, on verra à l'avenir si on en a un ou pas. Mais quoi qu'il arrive, le coup de chance, ça n'arrivera jamais si en effet on travaille pas et qu'on entend bien les morceaux, si on n'essaie pas de faire des bons concerts. oui, il y a du travail derrière, quand bien même le
le process peut paraître simple de l'extérieur et quand même énormément de travail en groupe. Aussi, ouais. Et justement, vous travaillez, comment est-ce que vous procédez avec tout cet écosystème-là, entre la partie, je vais les mettre dans l'admin, on va dire, tout ce qui est management, etc., et la partie artistique sur scène, comment tout ça s'imbrique et même comment sur scène, est-ce que vous construisez les sets, comment est-ce que vous travaillez ensemble finalement? Bah, jusqu'à maintenant, j'étais un grand autonome. C'est-à-dire qu'en fait, je disais à Mathieu, écoute, la partie admin, tout ça, c'est très bien, ça, moi, ça, je sais pas gérer, mais l'artistique, je gère tout seul et je fais tout de A à Z. Ça donne un côté petit dictateur comme ça, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que j'avais une idée précise de ma musique et Corentin était il s'adapte hyper bien et tout. On a un ingénieur du son aussi, enfin, ils sont deux, ils se relaient. C'est Aurélien et Kevin et qui sont super sympas, qui nous ont pris un peu sous notre aile parce que eux ont de l'expérience et nous pas. Et donc, ça nous a bien sauvé de la vie de les avoir avec nous et ça nous sauve toujours la vie aujourd'hui. Mais pour travailler l'artistique, disons que ça dépend quoi. Ça dépend si on passe par une résidence et tout. C'est moi qui donne des directives sur ce que j'imagine. Après, Aurélien me dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Corentin me dit ça je peux le faire, ça je peux pas. Et puis après on avise en fait. C'est un espèce de chaos. C'est ça le problème de la musique, c'est ce qui me frustre beaucoup, c'est que quand on veut mettre quelque chose en place de ce qu'on a, de l'idée qu'on a de base, c'est très compliqué, c'est un chaos, et il faut faire avec ce chaos, et quoi qu'il arrive, on n'arrivera jamais au résultat qu'on imaginait. Soit on arrivera à mieux, soit on arrivera à moins bien. Du coup, après, il faut faire avec. Bah, c'est compliqué aussi d'expliquer ce que toi, tu as dans la tête à des gens extérieurs, quand même tu t'entends bien avec des On n'a fois. pas le même cerveau, quoi. Non, Donc, mais heureusement d'ailleurs. Hein, Ouais. Bien sûr. Ça nous permet Mhm. d'avoir des idées aussi parallèles. Et justement, on en parlait tout à l'heure, tu me disais, Mathieu, c'est celui qui était là au début et c'est lui qui sera là à la fin. Est-ce que tu as peur justement qu'à un moment donné, au-delà de Mathieu, hein, mais je te parle du reste de l'équipe, là pour le moment, il y a cette cohésion et cette harmonie. Est-ce que tu as justement peur qu'un jour tout ça dénote et que tu sois plus forcément en phase avec ton équipe? Est-ce que c'est une crainte particulière que tu as Je pense ou... pas que j'ai peur de pas être en phase avec l'équipe parce que ce soit au point de vue tourneur, label, édition, ils ont toujours respecté qui je suis. Après, je dis ça fait 7 mois maintenant, mais Bah, c'est déjà pas mal. Hein. ce qui est déjà, je pense, assez pour se rendre compte avec qui on travaille. Et ça a été vraiment humain, comme je l'imaginais. C'est pour ça que j'ai pas signé avec d'autres labels, parce que je voulais celui-ci. Parce que on a eu le choix à un moment donné, on a eu plein de labels qui sont tombés dessus de par les réseaux, tout ça. Oui, bah, une fois que ça commence à popper, tu as des profils un peu intéressés Et qui c'est le s'intéressent à terme toi. popé qui est intéressant parce que ça pop et après ça se referme. Donc, Donc si c'est le moment il y a une fenêtre de tir qui est très exactement, qui est très restreinte. courte. Et ce truc-là d'Instagram, les chiffres qui s'emballent et après tout qui redescend doucement. Et qui vous fait croire qu'on vous fait retomber dans l'oubli. Et c'est là, en fait, où il faut composer avec tout ça et travailler. Et c'est pour ça que j'ai choisi 5-7, parce que je sais que le projet, c'est le long terme. C'est le projet d'être déjà, le but, il est artistique. Bien sûr qu'il est commercial. Je veux dire, Ce qui est logique, il y a il faut que l'industrie tourne d'une certaine manière. tout ça, je veux dire, il y a forcément des gens qui pensent à ça, et heureusement qu'ils y pensent parce qu'on pourrait pas faire tout ça. C'est juste que nous, là, entre nous, comme ça, quand on travaille, le but, c'est de faire un beau truc, quoi. Et ça, on est content, ils accompagnent mes chansons. Donc, j'ai pas peur d'être déphasé par rapport à mon équipe. C'est juste que moi, j'ai une peur, mais qui est plus la personnelle. C'est une peur de l'abandon. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai peur que le jour où ça marche pas, le jour où voilà, je sors un album, ça peut être bientôt, hein. Comment que je sorte un album et tout, et que finalement, on se rende compte que les gens ne sont plus là. Et on peut pas en vouloir à un public, hein. Je veux dire, un public, c'est eux qui choisissent. Au fond, on peut mettre tout en place. On peut faire les dingues comme on veut, à mettre je ne sais combien de budget, de machin, tout ça, ce qu'on n'a pas d'ailleurs, mais on pourrait essayer d'aller en chercher, d'aller faire un énorme prêt à la Banque de France pour mettre tout ça partout sur toutes les... Le but de te faire plaisir, en fait, Ouais, d'une certaine manière, de c'est te ça. faire plaisir à toi. Ouais. Et on peut pas forcer le public à aimer ou pas, c'est lui qui choisit. Ça, c'est ce que beaucoup de gens oublient, je trouve, c'est que le public, c'est lui qui choisit avant tout. Et moi, ma peur, c'est de l'abandon, c'est-à-dire que si un jour, le label, comment ça se passe? Oui, Ça marche si pas. justement ça marche pas, est-ce que le label va pas... Ils me font bien comprendre que c'est pas une raison d'avoir peur parce que eux sont là justement pour pallier à tout ça. Mais au fond, moi, je connais pas la musique, le truc de la musique, et c'est pas du tout que j'ai pas confiance en personne, hein. J'ai tout à fait confiance en eux. C'est juste que ça restera un truc au fond de moi Oui, c'est un truc, une crainte personnelle, Bien qui sûr. n'a rien à voir avec le reste de ton équipe. Exactement. Et est-ce que tu penses que justement ta patte artistique, elle s'est affinée grâce à l'entourage que tu t'es constitué? Oui et non. Il y a eu une première évolution pour moi. Mais de par moi-même et mon Mathieu, il y a eu ce truc-là de recherche de son. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la base pour moi, d'un projet maintenant. Je l'ai compris avec le temps et au début, j'étais têtu, je voulais pas le comprendre. Pendant 9 ans quand même, donc ça commence à faire long de butage, quoi. J'avais pas trouvé une singularité. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas dans l'imitation et je ressemblais à beaucoup d'autres trucs. Et en fait, ça n'a aucun intérêt.
de représenter quelque chose qui ressemble. Mais ce qui est pas déconnant au début, puisqu'en général, on essaye ce qu'on essaye volontairement ou même des fois inconsciemment, de se rattacher à des choses qu'on aime et qui fonctionnent aussi. Exactement. Et moi aussi, là, encore aujourd'hui, je ressemble à beaucoup d'autres trucs. C'est juste qu'en fait, et je parle pour moi comme pour plein d'artistes, je pense, parce que là, j'ai pas la crainte de me fourvoyer. C'est juste qu'il y a cette recherche de son qui est très importante, cette recherche de singularité, cette recherche, que ce soit dans l'écriture, dans l'image, peu importe. Et le mieux, c'est quand c'est un tout. Moi, j'ai enfin trouvé mon truc, c'est-à-dire de mettre des costards parce que j'aime ça. Parce qu'en fait, je suis tout le temps en costard, donc pourquoi pas en mettre sur scène? Ce qui fait ton identité d'ailleurs, C'est parce ça. qu'on a direct l'image de quelqu'un de très chic. Enfin, c'est quelque chose qui te caractérise. C'est avoir en fait, sa personnalité qui est juste un tout petit peu exacerbée pour la montrer sur scène. C'est-à-dire que la cravate, je la mets pas tous les jours, mais en effet, je la mets en interview, je la mets de façon parce que déjà, ça me plaît. Et puis en plus, sur scène, c'est moi. Et c'est juste une petite augmentation de mon personnage. Et après, comment c'est ça? Et après, une fois que j'ai rencontré Mathieu, pour donner un exemple hyper concret qui va être super intéressant, je pense, c'est que j'écrivais des chansons avec je tout le temps. Et en fait, c'est Mathieu, au bout d'un moment, qui m'a dit, mais tu me parles souvent du fait que tu es observateur des sentiments humains, des choses comme ça, parce que j'étais comme ça de base. Je parlais beaucoup de gens que je rencontrais, je les racontais mieux que personne, à ce qui paraît. Et en fait, comment Mathieu m'a dit, mais écris là-dessus, quoi. Ouais. Il m'a dit, le jeu et tout, c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que quand les gens ne connaissent pas, bah, ils s'en foutent un Ça en peu. fait un personnage égocentré. C'est ça, ouais. Non, mais par exemple, la chanson Ali est vraiment cool. Ça, c'est un de mes coups de cœur en tout cas. Ah bah c'est cool parce que c'est vraiment ça dont je parle avec Mathieu, c'est le fait d'écrire sur des trucs du quotidien, mais en prenant d'autres pronoms, rien que ça change la donne. Et ça a été l'influence de Mathieu quand même, parce qu'on en a parlé beaucoup avec lui. Ouais, c'est des discussions qui font que tu progresses enfin pas autre chose, mais vers une évolution. Moi, en fait, les premières fois que je t'ai écouté, je me suis vraiment dit, c'est un mélange entre Noé Préchoff et Brel. En même temps, je me suis dit, c'est un mélange, mais ça n'est pas ça. Parce que je trouve que tu as vraiment réussi à extrapoler ça et à en faire, tu vois, à travers tes fringues, ta carrure, etc., à en faire quelque chose d'autre. Et ça a apporté quand même quelque chose de frais. Donc, C'est cool. donc c'est que ces discussions, vos discussions ont bien fonctionné. Tu as justement un exemple ou une situation, enfin une sorte d'anecdote dans laquelle ton équipe a vraiment fait la diff dans ta carrière? Bien sûr, déjà sur le EP là, qu'on a fait, en fait, j'avais essayé de faire un disque avant. Parce que techniquement, c'est mon deuxième EP. C'est juste que moi, je le considère comme mon premier, parce que c'est le premier vrai que je suis content de présenter. Ok. Parce que le premier Mais c'était une ébauche, peut-être. Enfin, une ébauche. C'est un peu péjoratif. Non, en vrai, c'est tout à fait ça, c'est ce que je dis moi-même de cet EP-là. Donc, tu te trompes pas du tout, c'est vraiment une ébauche. C'est juste qu'en fait, ce premier EP-là, moi, quand je l'ai sorti, je l'ai fait en crowdfunding. Donc, il y a plus mes potes qui ont donné qu'autre chose. Et il y a quand même 3-4 personnes sur Facebook qui me suivaient et qui ont mis quand même pas mal. Et C'est toujours ça play. j'étais hyper reconnaissant, ça m'avait aidé à faire un disque et tout, à faire un CD. Et j'ai mis à la patte les gens de mon école pour les photos, les choses comme ça, en lâchant des petits billets de mes économies. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est tout seul dedans, on perd tout le recul, on sait plus ce qu'on fait, et en fait, on fait n'importe quoi. Donc, après, ça a été hyper intéressant, parce que j'ai fait un disque. Donc, quand j'ai fait un disque, j'étais content, j'avais fini mon truc, je me dis, j'ai fait un disque, super. Même si je prends le parallèle, parce que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps un court-métrage que j'ai mis 2 ans à faire. Et au final, j'étais quand même contente, même si j'ai vu absolument tous les défauts au moment de la diffusion, j'étais quand même contente de l'avoir sorti parce que justement, ça m'a permis de me dire, OK, maintenant je l'ai sorti, mais qu'est-ce qui va pas? OK, ça, la prochaine fois, je ferai ça. Exactement. Il faut, comme tu dis, il faut le sortir pour se rendre compte de ce qu'on a mal fait. Et du coup, vous étiez appuyé sur ce premier EP pour... Pas vraiment, c'est juste moi dans la façon de faire. C'est juste parce qu'eux, on en a déjà fait des EP. Donc c'est aussi pour ça que je suis allé chercher. Parce que moi, je voulais un truc qualitatif, quoi. Je voulais être fier de ce que je présente. Et ce qui est bien, c'est que du coup, dans la production de cet EP-là, finalement, on a fait des choix assez curieux. C'est que j'ai enregistré chez moi, alors que je suis allé en studio pour l'autre. Parce qu'en fait, chez moi, les prises étaient mieux, les choses étaient mieux faites, et j'avais mon expérience en studio, ce qui n'était pas forcément pertinent d'aller enregistrer là-bas pour un EP. Et du coup, on a fait un truc chez moi. Ils m'ont payé un petit micro un peu mieux parce que le mien était un peu en fin de vie. Ils m'ont payé un petit clavier pour quand même mieux composer le reste. Et du coup, comment j'ai fait ce truc-là? Et surtout, Théo, par exemple, là, dans l'image, a été hyper important. Il a apporté ce truc d'affiner l'image sans me transformer, sans me changer, mais juste en augmentant. Ouais. On voit qu'il y a une identité, en tout cas, qui s'est créée. Bien sûr. Et en fait, il y a plein de gens qui me disaient, mais signe pas en label, tu vas te fourvoyer et tout. Et je comprenais ce truc-là, parce que ça fait peur. Surtout que moi, j'avais un truc très on-made, quoi. Oui. Très, Donc, t'as peur d'être pris avec une sorte de boulet à la patte et de pas pouvoir... J'étais do it yourself à 100%. Et en fait, je le suis toujours.
C'est ça qu'il faut Mais avec un label. comprendre. Avec un label, en fait, qui est là pour m'aider à encadrer ce truc-là, pour pas non plus faire n'importe quoi, faire un bon mixage de chansons. Pour moi, c'est important pour pouvoir le défendre. Et puis, par exemple, pour choisir un costume qui finalement est plus fin. C'est un petit truc à la con. Mais en fait, ça permet de découpler les mouvements que je fais sur scène, des choses comme ça, et c'est encore plus intéressant. Et même moi, je me suis dit, ah bah oui, j'aurais dû faire ça depuis le début. Et en fait, Théo, T'affines dans les détails, en fait, pour améliorer ta qualité de prestation, en fait. tout à fait. Et Théo me propose des idées. Ça, je voudrais bien dire ça, parce que c'est important pour que les gens ne se fassent pas d'idées avec un label. On n'impose pas quoi que ce soit. Sur le contrat, c'est marqué, je suis le seul décisionnaire. Donc en fait, à la fin, si jamais il y a une interview que je ne vais pas faire, un costume que je ne vais pas porter, ou un truc de marque, je sais pas quoi, que je vais pas faire, parce que moi, mon truc avec les marques, c'est pas mon truc. Oui, les sponsors, C'est ça, c'est loin d'être mon délire. Bah, je suis en droit de refuser ce que je veux. Et en fait, c'est ça qui est très important, c'est que ce label-là, en tout cas, je parlerai pas pour les autres, j'en sais rien, mais me laisse une liberté entière sur ce que je décide, sur ce que je veux faire. Et en fait, du coup, le projet final n'est autre que le mien. Parce que c'est juste qu'on a travaillé ensemble pour le faire élever. le construire. Hein. Donc, c'est un peu le nôtre de cette façon-là. Mais par contre, c'est bien moi qui ai choisi les choses et c'est important. Oui, t'es pas emprisonné, justement, avec cette sorte de boulet au pied, Non. vraiment complètement. On est très loin du côté produit, en fait. Ok. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais éviter. Et je suis content de l'avoir évité, en tout cas sur cette EP-là. Et sur la suite, ça a l'air de se passer comme ça aussi. Parce que c'est ce que beaucoup se disent, en tout cas, pensent qu'une fois que tu es en label ou que tu es enclavé dans quelque chose comme ça, qu'après on fait un petit peu de toi une sorte de marionnette. Et donc c'est plutôt rassurant d'entendre que ça n'est pas du tout le cas. Je suis sûr qu'il y en a où c'est le cas. Hein. Oui, ça dépend du label aussi, ce que tu choisis. Il faut travailler avec les bonnes personnes, je pense. Bien sûr, oui. Et donc là, on parle d'osmose complète. Mais est-ce que justement, des fois, à contrario, vous avez eu pas des points de friction, mais des moments de contradiction créative? Ouais, il y a des trucs, il y a des discussions plus ou moins hargneuses, mais on ferait jamais on n'en vient pas aux mains, quoi. On se tape pas dans le bureau du label. Il n'y a pas la place, de toute façon, on va pas commencer. Non, c'est surtout que pour le choix des titres, souvent. Moi, il y a des choses que j'ai poussées en disant non, je veux sortir ce titre-là parce que. Et après, Théo me disait, ouais, mais ce titre-là, du coup, t'en penses quoi? Parce que celui-là, ça fait beaucoup, machin. Moi, je suis ouais, je suis pas d'accord. Donc, il y a des choses que j'ai parfois imposées, parfois des choses où je me suis laissé convaincre parce que les arguments étaient très bons. Donc, à un moment, j'ai fait, ouais, t'as peut-être raison. Bon, okay. Ça dépend de l'argument qui est en face. Oui. Exactement. Ouais. Donc, bien sûr qu'il y a des désaccords, des choses comme ça, mais heureusement qu'il y en a, sinon, ce serait beaucoup trop beau pour être vrai, ouais. Et justement, tu me disais que tu enregistrais dans ta cuisine. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis ok, là j'ai besoin d'aide, là ça dépasse mes compétences, ou là j'ai un doute, etc. Et qui est-ce que tu appelles en général dans ce cas de figure-là? Ça dépend qui. Par exemple, là, il y a un titre récemment que je suis en train de faire et j'arrivais pas à aller au bout. C'est-à-dire que j'avais écrit mon titre, j'avais composé, écrit, mais en termes d'arrangement, j'étais pas content. Et du coup, j'ai appelé Théo en lui disant, est-ce que tu connais des gens avec qui je pourrais travailler pour les arrangements? Parce que je veux voir les versions que ça fait. Et Théo m'a dit, t'inquiète pas, on t'organise ça va être trop cool, tu connais ce mec-là, est-ce que tu vas faire avec ça? Tu connais cette meuf-là, elle est trop bien et tout. Et en fait, j'ai pu travailler avec des gens grâce à ça. Donc, dès qu'il y a un petit souci et tout, je suis censé pouvoir appeler. Moi, je le fais le moins souvent possible, hein, parce qu'à un moment, il faut aussi se chercher soi-même, sinon on ne progresse plus. Non, sinon dès qu'il y a un petit caillou sur la route, on appelle quelqu'un. Bien sûr, c'est trop simple. Mais là, pour les arrangements, c'est-à-dire, c'est la première fois que je travaille avec des gens, et j'ai bien dit à Théo, par contre, c'est un test, hein, je veux pas qu'on valide quoi que ce soit et tout. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est que des tests. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il m'a fait rencontrer plein de gens. On a fait plein de tests avec plein de gens, et on n'est pas en train de dire qui va arranger ce morceau-là et tout. C'est juste. Non, mais c'est qui peut apporter la réponse la plus juste à ce que tu as envie de transmettre et de dire finalement. Oui. Et avec qui je m'entends bien. Donc justement, là, on parle de choses qui sont quand même assez structurées. Est-ce que tu crois, sans mauvais jeu de mots, qu'un artiste peut rester un peu sauvage, bosser en mode sauvage encore aujourd'hui? Oui. Oui. En vrai, chacun fait ses choix. Hein. Il y a plein de groupes, là, j'ai pas les noms, mais il y a plein de groupes qui sont full indépendants, qui travaillent depuis leur studio, etc., machin, qui parfois montent leur propre studio, leur propre label, leur propre truc pour être tranquille. Parce que parfois, ils font un label pour la structuration. Donc, ils se font un label et puis ils mettent un nom à la con. Toujours cette histoire de structure. Ça. Ok. Et, je crois que c'est, par exemple, Luigi, il avait un truc comme ça où ça s'appelait Fufun Palace. Ouais, exact. Je trouve ça génial. Ça existe toujours d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et c'est des choses comme ça où ils mettent des noms pour se foutre de la gueule du truc. Et ça marque quand même, parce que ça fait un très bon match finalement. Exactement. Et en fait, c'est vraiment des choix. Ça dépend aussi de la musique qu'on fait, forcément. Mais je pense que même en faisant de la chanson française et de la pop française, j'aurais pu faire le choix d'être en indépendant total. Maintenant, après, c'est pas qu'une question de résultat d'être en label. C'est une question de travail, de confort de travail aussi. Et de façon de faire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler en équipe.
sur tout le reste de l'artistique. Il y a des gens qui vont aimer travailler tout seul pour tout, qui vont avoir le temps de le faire et qui vont aussi choisir de ne pas avoir de vie privée, de vie perso, en faisant tout eux-mêmes. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, j'aurais fait un burn-out ou j'aurais fait quelque chose parce que j'aurais pas été bien dans ma vie si j'avais tout fait. Et du coup, j'ai fait le choix, en effet, de larguer des pourcentages, pour parler crûment, à des gens qui vont mieux travailler ça que moi. Il y a des gens qui ont l'habitude de le faire et qui peuvent me prendre en main, me prendre en charge. Oui, puis qui vont, d'une certaine manière, t'aider aussi à aller plus loin dans ton projet et peut-être que si tu étais resté en full indépendant, tu pas eu cette enfin, je dis pas que tu pas progressé, mais tu pas eu cette, rapidité de progression-là, en tout cas. Peut-être. Et ça, personne ne sait. Personne ne le Et sait et c'est ça personne ne le saura jamais. C'est ça qui est super intéressant. Et pour clôturer un petit peu tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'ombre que tu aimerais, en particulier mettre en avant, ou à qui tu pourrais, par exemple, passer le micro pour un prochain épisode? Ouais, je pense que ce serait super cool, c'est de parler, comment, du coup, du côté, technicien, technicienne. Ça, je trouve que même si on en parle un peu plus aujourd'hui qu'avant, on n'en parle toujours pas assez. On met toujours, les artistes en avant, ça, bon, ça, à la limite, ça, c'est normal, c'est le projet, mais je veux dire, on met aussi le métier de directeur artistique ou de directrice artistique, ça revient quand même pas mal. Ouais, il est très valorisé. C'est cool, mais par contre, moi, j'ai mon technicien Aurélien, ou Kevin, je veux dire, qui sont relais, c'est des gens qui sont, indispensables, comment, de la création jusqu'au final et jusqu'à la dernière date de la tournée. C'est eux qui sont là tous les jours. C'est eux aussi qui, moi, quand je fais une interview à côté, ils vont aussi ranger le matos derrière, s'assurer que tout est bien. Parce que c'est un métier en fait polyvalent. On croit qu'ils sont là que pour faire du son. Alors qu'il y a énormément d'installations et de démontage avant et En plus, il y a une part artistique là-dedans. Mmh. Parce que c'est eux qui font un mix, qui doivent respecter ce que je fais en studio pour le mixer en live de la même manière. Et ce qui n'est pas facile tous les jours, surtout avec mes... Puis accessoirement, sans son et sans lumière sur scène, tu ne sais pas grand-chose. À la base, absolument. Enfin, on se retrouve avec, du coup, au tremplin, à Béthune, c'est ça? C'est ça, en a cappella, Tout est fait. puis version acoustique. Donc, même là, il y avait un technicien son qui était d'ailleurs surpris que ma guitare n'avait pas de quoi brancher. Mais ouais, les techniciens, techniciennes du son, les techniciennes aussi, parce qu'il y en a de plus en plus, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Ça fait un peu du bien à l'industrie musicale française. Qui en a bien besoin, Ouais. tout à fait. Et bien, merci à toi en tout cas d'avoir accepté d'ouvrir le bal de ce podcast et d'avoir répondu avec autant de justesse et de sincérité. Premier épisode, première mise en lumière et déjà plein de questions qu'on va pouvoir continuer à creuser avec nos prochains invités. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bright. Tu viens de terminer un épisode de Bright, le podcast lumineux d'intérêt musical. Ici, la lumière ne s'éteint jamais et dans 2 semaines, je te donne rendez-vous pour un nouveau parcours, un nouveau portrait et un nouveau regard sur l'industrie musicale. Merci d'avoir écouté Bright et à très bientôt.